Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S708 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 novembre 2023. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec nos deux invités, les photographes Teddy Bracard et Vincent Ranou, pour parler photo, pour parler vidéo animalière, mais aussi et surtout du brame du cerf. Alors le brame du cerf, c'est un véritable spectacle naturel qui s'observe et qui s'écoute, peut-être même avant tout. Nous avons échangé avec l'audio-naturaliste Marc Namblard qui a signé, entre autres, les pistes sonores qui accompagnent le beau livre La Nuit du cerf, signé Vincent Munier. Nous lui avons demandé de nous parler de ces sons émis par les cerfs à la période du brame. On l'écoute. Le brame du cerf, c'est un événement qui se produit tous les ans à la fin de l'été, au début de l'automne. Et c'est un événement qui correspond à quelque chose de très important pour le cerf, c'est-à-dire à la période de reproduction. Donc les cerfs se mettent à vocaliser, à bramer, notamment pour indiquer aux biches qui sont dans les parages qu'ils sont, et bien sûr, qu'ils sont prêts à se reproduire, qu'ils le désirent. Et puis, c'est aussi une façon entre les mâles de se jauger, d'établir des sortes de rapports de force, de hiérarchie pour éviter de se battre. Ça a été évidemment étudié. On sait à peu près à quoi correspondent ces différents types de cris. Après, il y a encore, je pense, un peu de mystère, quoi. On n'a pas tout élucidé. Je pense que on n'y arrivera pas et c'est tant mieux. Il y a quand même une part de mystère dans ce phénomène et dans tous ces différents types de sons. Et d'ailleurs, on ne sait pas, par exemple, on ne sait pas toujours ce qui les déclenche. Bon, on sait que évidemment que les hormones, ils sont pour quelque chose, que les chaleurs des biches, ils sont aussi pour quelque chose. Mais alors, on évoque régulièrement le comment dire, la présence de la Lune, de la pleine Lune, les conditions météorologiques, etc. Puis en fait, on se rend compte que d'une nuit à l'autre, alors qu'on a des conditions qui sont absolument identiques, eh bien, que les ambiances sont radicalement différentes. Et donc, il y a beaucoup de choses qui nous échappent encore, et c'est ça aussi qui me plaît, qui me fascine dans ce phénomène. Bon, ce sont des émissions sonores puissantes déjà, très souvent, qui s'entendent de loin, qui peuvent être qualifiées de rauques souvent. Il y a quand même pas mal de diversité de sons, c'est-à-dire que il existe différents types de brames déjà. Il y a des brames plus ou moins brefs, plus ou moins langoureux, et qui ont des significations différentes. C'est assez difficile à comment dire, à définir en quelques mots parce qu'on va le sentir tous de manière un petit peu différente aussi. Ça va produire des effets différents chez nous. Ouais, donc il y a des personnes bon, qui vont trouver ça un peu drôle, voire même un peu ridicule, parce que ça va leur rappeler, je sais pas, par exemple, le meuglement des vaches. Et puis d'autres qui vont être plutôt impressionnés et pour qui ça va plutôt rappeler des sons produits par des fauves, quoi, vraiment par des animaux impressionnants. Donc, bon, voilà, c'est à chacun de le définir à sa façon, d'en faire l'expérience et de le définir à sa façon, en quelque sorte. Moi, la première fois que j'ai entendu le brame, ça m'a fait penser un peu à Jurassic Park, hein, comme le disait un peu Jérémy en ouverture de cette émission. Du coup, peut-être la première question, qu'est-ce qui vous évoque à tous les deux le brame du cerf, Vincent? Moi, ce qui m'impressionne, enfin, impressionner, c'est un gros mot, mais ce qui fait rêveur, c'est quand il fait nuit noire et tu écoutes. Et là, en fait, ton imagination, elle peut s'imaginer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, sur la morphologie du cerf, parce que souvent on s'imagine la taille du cerf par rapport à son brame. Des fois, on est très surpris dans les 2 sens, c'est-à-dire qu'on s'attend à un énorme cerf alors qu'il est petit, et voilà, il y a vraiment le bruit là déclenche énormément de choses dans notre tête et c'est l'imaginaire après qui prend la suite. On va Moi, ça serait plutôt ça
ce qui m'impressionne. Et toi, Teddy? Moi, le brame du cerf, c'est quelque chose qui est plutôt très évocateur. C'est quelque chose que j'ai eu la chance de vivre dès mes premières années. Donc, c'est ce côté un peu énigmatique, fantomatique qu'a le cerf. Jérémy le disait très très bien. Le cerf, c'est un animal qui est invisible toute l'année. Alors, j'apprends à essayer de le trouver. Mais c'est la période où il montre toute sa vulnérabilité. Et là, c'est un peu totalement contrario de toute l'autre partie de sa vie. Mais vulnérable, pourtant, il symbolise complètement la puissance et la fertilité à ce moment-là. Donc, c'est paradoxal. Vulnérable par rapport au fait qu'il se découvre. Et par rapport à ça, on ne s'imagine pas, mais comme dit Teddy, hein, c'est vraiment vulnérable. C'est-à-dire qu'on parle très peu de ça, mais les braconniers, etc., profitent de cette période-là notamment, parce qu'ils sont vraiment, comme le dit, hein, très vulnérables. C'est-à-dire qu'ils font tellement de bruit qu'en fait, ils sont repérés à des centaines de mètres. Et ouais, en 2023, il y a encore énormément de braconnage. Et voilà, je sais pas, toi, Teddy, tu as été... des fois, t'as vu des braconniers autres, comme tu passes beaucoup de temps en forêt. Moi, ça m'est déjà arrivé et ouais, il y en a encore, quoi. C'est quand même triste, mais... Oui, effectivement, que ce soit au niveau du braconnage ou même au niveau tout simplement du dérangement, tout le monde peut trouver des cerfs. Donc voilà, la moindre personne qui ne connaît pas, qui écoute et qui se renseigne, peut trouver un cerf, alors que en dehors de cette période-là, c'est très 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 difficile. Mais alors, cette période, elle arrive toujours plus ou moins au même moment de l'année, hein, quelques jours, quelques semaines près, quoi, du 15 septembre, grosso modo, au 15 octobre. Ça, c'est des dates qui coïncident aussi plus ou moins avec l'ouverture de la chasse en France. Est-ce que les chasseurs ont le droit de chasser le cerf? Et est-ce que du coup, comme vous l'expliquiez, cette période de brame leur met une grosse cible rouge en plein sur le corps pour les chasseurs? Alors dans certains endroits, la chasse est autorisée pendant le brame. Donc c'est ce qu'on appelle des tirs de sélection, tirs de récolte. Donc c'est donc des chasseurs qui vont se déplacer à l'affût uniquement pour prélever un animal qu'ils auront au préalable identifié et choisi en fonction de son âge. Et le but est donc de faire des tirs de sélection, contrairement aux chasses de battu par exemple, où c'est un petit peu le premier animal qui va passer, qui va pouvoir être prélevé, sans forcément identifier ni l'âge, ni comment quel animal c'est. Ça existe, les chasses de battu sur le cerf encore? Oui, tout à fait. Pendant les dates d'ouverture de chasse, hein, donc c'est très différent d'un département à l'autre. Mais du coup, ça existe effectivement. Il y a différentes méthodes de chasse qui existent sur le cerf, la chasse à courre par exemple. Et donc, effectivement, c'est une des choses pour laquelle le cerf est plus vulnérable à cette époque-là, oui. Alors, on va essayer, dans un premier temps, de bien comprendre parce que c'est un phénomène naturel, hein, finalement, le brame du cerf. Donc, on sait que ça se passe toujours au même moment, que ça correspond à la phase de reproduction du cerf. Mais il y a une notion qui est très importante, d'après ce que j'ai compris de tout ça, c'est la notion de territoire, finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, cette notion de territoire du cerf? Moi, je vais dire quelques mots et Teddy complétera. Moi, il faut juste savoir qu'en Bretagne, on va dire, la population de cerfs est quand même très faible, hein. On va dire, moi, j'essaie de me renseigner sur la quantité de cerfs. Aujourd'hui, personne n'est capable vraiment de dire combien il y a de cerfs en Bretagne. Donc, la population est très, très faible comparée, par exemple, à l'est de la France ou d'autres régions. Ce qui est impressionnant pour comprendre ce que tu viens de poser, en fait, Arthur, comme question, c'est que quand on va dans une zone, un massif où il y a du cerf,
clairement il faut regarder comment se comportent les animaux. Et en période notamment de brame ou même déjà enfin, tout au long de l'année, finalement, on s'aperçoit des comportements des animaux qui changent tout le long de l'année, avec des regroupements plus ou moins d'animaux. Et à la période du brame du cerf notamment, on voit du coup que le cerf commence à s'éclater et à se démarquer les uns des autres. Et là, c'est un petit peu, pour donner une image un petit peu, c'est un petit peu comme un border collie avec les moutons qui essaye finalement de regrouper des biches. Sauf que le border collie, c'est un petit peu le cerf finalement. Et le cerf fait en sorte du coup de garder son petit troupeau de biches. Et quand un autre cerf veut prendre la place de l'autre, finalement, c'est là où ça brame. Et c'est là où il peut y avoir des confrontations jusqu'à même se battre. Généralement, ils se battent pas tout le temps, faut pas croire. C'est vraiment, on va dire, quand il n'y a plus trop le choix entre ce cri, ce chant de brame, s'ils sont pas d'accord avec le chant et ils s'estiment plus forts les uns que les autres, là, ils se battent à ce moment-là pour se dire, ok, maintenant c'est qui le plus fort entre les deux, et ils se blessent malheureusement pendant cette période. Donc c'est pour ça la présence humaine n'est pas très, on va dire, la bienvenue pendant ces périodes-là, parce que les cerfs décèdent certaines années pendant cette période, ce qui est rare, mais ce qui arrive quand même malgré tout. Présence humaine, mais présence d'autres animaux aussi, parce que qui dit marquage de territoire, dit marquage de territoire par rapport à d'autres espèces, voire d'autres espèces de cerfs entre eux, ou pas forcément. C'est vraiment que pour les humains. Non, enfin, le cerf va marquer son territoire, c'est vraiment par rapport aux autres cerfs. C'est uniquement par rapport à ça, donc pas par rapport aux autres espèces ni quoi que ce soit. Le but, c'est bien comprendre c'est cette part de rivalité qui va opposer les cerfs entre eux, les mâles entre eux. Et donc, le but, c'est faut se mettre dans la tête de l'animal, hein, et s'imaginer que chaque autre animal, chaque autre cerf va être pour lui un concurrent direct à cette phase de reproduction. Et est-ce que cette phase correspond au moment où ils ont les bois les plus importants, finalement, sur l'année ou... Alors, comment dire? Donc, je vais répondre également par rapport à cette histoire de territorialité. Bon, dans la nature, rien n'est définitif. D'un secteur à un autre, les périodes de brame vont être différentes. Notamment en altitude, le brame va être beaucoup plus tardif, et par rapport à nous, la plaine, ça a lieu vraiment, peut commencer à la fin du mois d'août et se terminer à la fin du mois de septembre. Et on a, en termes de territorialité, des massifs forestiers où vivent uniquement les biches, pas de cerfs. Généralement, dans ces ardes de biches, il va y avoir des fois des très jeunes cerfs, première tête, deuxième tête, donc c'est des animaux qui poussent leur premier bois, quoi. Et puis des jeunes mâles qu'on appelle des daguets, donc ça va être des animaux âgés de 1 an à 2 ans. Et pas de cerfs adultes. Donc un cerf est considéré comme adulte au bout de 6 ans à peu près. Donc pas de cerfs adultes, c'est ces cerfs-là qui viennent rencontrer les biches pendant la période du brame. Donc souvent, ils peuvent être à 30, 40, 50, 60 km de leur endroit de brame et venir progressivement aux alentours du mois de septembre pour rejoindre leur quartier de brame. Donc sur ce que tu disais juste avant par rapport au bois des cerfs, leur bois, eux, tombe au mois de février-mars. Donc va ensuite suivre la période des refaits. Donc en fait, c'est tout simplement le bois qui va se refaire, donc à peu près 1 cm par jour. Donc il faut imaginer ça. En 3 mois, le cerf a refait toute sa ramure. Et en fait, plus le taux de testostérone va monter à partir du moment où il perd ses bois, donc le taux de testostérone est au plus bas, les bois tombent. Et plus le taux de testostérone va monter, plus les bois vont pousser Et jusqu'à plus l'intérêt photographique sera là. Exactement. Parce que c'est quand même un peu graphique, quoi. Ouais, totalement. Et donc, à partir du moment où le taux de testostérone est au plus haut, on arrive à la période du brame. Donc, effectivement, c'est le moment où les bois ont poussé en intégralité. Ok. Donc,
le jeu de quête, c'est d'essayer de réussir à trouver un, un cerf adulte. Je reviens un peu sur cette notion de territoire. On a une idée de la taille du territoire d'un cerf pendant la période. C'est quoi? C'est des centaines de mètres? C'est des kilomètres? On parle de quoi? Et j'anticipe tout de suite une deuxième question. Est-ce que les cerfs brament au même endroit d'une année sur l'autre? Alors, en termes de territorialité, pendant le brame, ça peut être plusieurs kilomètres parce que les places de Ok. brame ne sont pas les mêmes d'une année sur l'autre. Elles sont souvent conditionnées par les biches et donc par la nourriture aussi. Donc, par exemple, chez moi, dans la plaine, les animaux vont beaucoup bramer dans les cultures, donc des cultures de colza, des cultures de blé, parce que c'est très très appétant en termes de nourriture. Donc, une prairie enfin une culture qui est en blé une année et qui est en maïs l'autre année sera beaucoup moins appétante pour le cerf, par exemple. Ouais, et puis il faut bien prendre en compte aussi, pendant la période du brame, on dit voilà, que c'est le cerf qui est roi, etc. Mais c'est les biches qui mènent le cerf. Donc, entre guillemets, quand on est en période de brame, si on voit des biches, clairement, souvent, si une nous voit parmi une centaine de biches, c'est mort. Tout le monde s'en va. Et le cerf, bien sûr, suit les biches. Donc, il faut être bien plus vigilant sur les biches que le cerf. Le cerf, il fait tellement de bruit que lui, entre guillemets, avant de nous repérer, il est très loin de nous repérer. Mais les biches, par contre, sont ultra, ultra attentives et c'est impressionnant. Je pense que Teddy, il a eu certaines expériences où il se dit comment il a fait pour me voir. Et c'est très, très impressionnant. Là. Vraiment, les biches, elles sont tout le temps aux aguets. Voir ou sentir, non? Ouais, bah, le vent, Mm. c'est sûr. Hein. Enfin, le vent, clairement, si on est vent de dos, c'est même pas la peine d'avancer. Hein. C'est le cerf là nous sentira, mais la biche, la vue qu'elle a, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs espèces? On parle souvent du cerf élaphe. Est-ce que ça veut dire que c'est propre au territoire français ou combien il y a d'espèces de cerfs qui cohabitent? Vous avez les mêmes cerfs dans vos deux régions, vous deux, là? Oui, oui, c'est les mêmes cerfs. Après, c'est pas forcément les mêmes souches, les mêmes génétiques. Donc, sinon, c'est exactement la même espèce, hein. Dans les cervidés, en France, on va retrouver uniquement le cerf élaphe, le chevreuil, qui est également un cervidé, le daim et puis le cerf cica, où il y a des petites populations un peu relictuelles et un peu échappées d'élevage. Et à quel moment de la journée on peut entendre le brame du cerf? Ça dépend des régions, je pense. En Bretagne, moi, je sais que cette année, j'ai fait le brame pour la première fois. Hein. J'ai fait le brame cette année, je l'ai fait qu'une fois, volontairement. Tout simplement parce que quand on n'est pas prêt, eh ben, on n'y va pas. On va parler de la préparation juste après, justement. Et donc moi, c'est la première année cette année, mais voilà, mentalement, j'étais prêt, je voulais absolument le faire parce que j'étais vraiment opérationnel pour ça et y aller pour déranger, on va dire que ça, il n'y a pas trop d'intérêt, donc voilà. Mais j'ai oublié la question, donc c'est super. À quel moment de la journée on Ouais. peut espérer entendre le brame du cerf? Donc moi, en Bretagne, par exemple, cette année, quand j'ai fait le brame du cerf, il faisait jour à 8h, on va dire, 8h, 8h15. Clairement, après 8h30, c'était même plus la peine, quoi. Donc, faut être au bon emplacement, au bon endroit, et dans les 15 minutes qu'il y a, c'est le moment, quoi. Sinon, on les entend, en fait, on les entend, il fait nuit noire, et avec un peu de chance, quand ça commence à se lever, on les voit à ce moment-là. Mais le brame, du coup, c'est vraiment un moment particulier pour le cerf. Est-ce que c'est un moment où il émet des sons ou est-ce que finalement il fait d'autres choses en même temps qu'il émet ses sons? Est-ce que quand il y a des combats, il brame? Est-ce que quand il fait ses petites affaires avec les biches, il brame aussi? Ou est-ce que c'est juste une sorte d'introduction d'un truc et de conclusion d'un truc? Le brame, déjà, c'est pour signaler sa présence aux biches. Donc il va y avoir, comme Marc le rappelait juste avant, différents types de brames, des brames plus ou moins langoureux, qui vont vouloir dire certaines choses. Généralement, on entend les cerfs qui sont, depuis leur remise, ils vont uniquement se toiser, donc ça va être, des brames, très, comment dire? Très, De domination ou de...
d'affrontement? Non, ça va être des brames plutôt passifs. Ils vont uniquement se toiser depuis les endroits où ils dorment la journée. Donc, Donc, ils se se causent. répondre, voilà. Ils Ils se causent. se répondent juste pour dire je suis là, je t'entends et c'est terminé. Et, La dissuasion, ça. exactement. Et il va y avoir en termes d'intensité des brames beaucoup plus intenses quand, par exemple, deux cerfs se rapprochent. Un arrive vers un autre qui garde une ou deux biches. Et bah là, on va entendre même à l'oreille, sans forcément visualiser la scène, que là, ça chauffe, ça bouillonne, l'intensité, elle monte. Les brames sont de moins en moins espacées, de plus en plus excitées. Et on sent qu'il y a une ferveur qui monte. Il va y avoir aussi des petits rôs saccadés qui vont permettre de dire qu'un cerf va courser un autre animal, soit une biche, soit un petit cerf. C'est tout un langage, en fait, finalement. Hein. Hmm. Ouais, et puis des fois, même dans le regard, tu vois, moi, ça m'est arrivé à certaines qu'un cerf bloque un autre sans se confronter, mais juste avec le corps, qui bloque vraiment l'accès aux biches. Donc, c'est assez, ouais, il faut vraiment le vivre et comprendre, en fait, les choses, pas attendre que ça brame, mais comprendre le comportement, finalement, parce qu'il y a le brame, mais il y a plein d'autres choses aussi dans le gestuel, dans le comportement des animaux qui font cette période-là, quoi. Dans les comportements, effectivement, même juste avant un combat, il y a ce qu'on appelle la marche parallèle. Donc, c'est-à-dire que deux cerfs vont marcher de manière parallèle, côte à côte, avec la tête un peu de travers, de manière à se jauger, à se toiser, juste avant le combat. Et au moment d'excitation qui est le plus fort, les cerfs vont baisser la tête et se taper. J'ai eu au plus qu'un combat a duré, et ce que j'ai pu voir, c'était 25 minutes. Donc vous imaginez Ah oui, 25 minutes, d'accord. c'est énorme. Hein. Généralement, les combats, ils durent 1-2 minutes. C'est déjà des très beaux combats, mais 25 minutes pendant lesquelles ils jouent leur vie. Donc que ce soit en termes d'énergie, c'est la période pour eux la plus sensible, où ils perdent pour la plupart jusqu'à un tiers de leur poids corporel. C'est quand même énorme sur des grosses bêtes comme ça. Et donc, vous imaginez, pendant 25 minutes, se battre à mort, finalement, pour pouvoir séduire une femelle. En tout cas, vous racontez ça très bien tous les deux. On Oui. est en plein dedans. Hein. On est avec vous dans la forêt, là, à l'affût. C'est passionnant. Bon, maintenant que l'on l'entend, le cerf, pendant la période du brame, la partie la plus délicate va être donc de s'en approcher pour tenter de réussir à l'observer et peut-être à capturer son image. On écoute de nouveau le photographe Jérémy Villet nous parler de la technique qu'il tente de mettre en place quand il part à la rencontre du roi de la forêt. Vraiment, le risque au brame du cerf, c'est de déranger les cerfs. Donc, le but des photographes, nous, c'est de rester en retrait des zones et espérer que parfois le cerf, en surveillant sa zone, vienne jusqu'à nous. Mais ça marche. On ne pourra rien voir de tout ça si on s'approche. On ne peut pas faire d'approche. C'est ça qui est bouleversant avec les cerfs, c'est que c'est un animal qu'on n'arrive pas à approcher. Il nous sent, il nous entend. On fait trop de bruit. Les biches qui passent leur journée à surveiller autour d'elles nous voient, nous entendent, nous sentent. Donc c'est aussi c'est très dur comme photographie parce que ça demande beaucoup d'humilité. C'est très attirant, le bruit, la grandeur du cerf, mais la seule technique pour photographier, c'est l'affût. Donc c'est de ne pas bouger, de ne pas aller dans une zone, de rester en bordure, de se retenir d'approcher et d'espérer que l'animal arrive. Et en même temps, c'est très créatif parce qu'on choisit un endroit, souvent, où on espère que le cerf va passer. On en rêve la nuit et le matin, quand le jour se lève, on espère voir ces bois comme des grandes épées qui passent à travers les fougères et qui passent devant, je sais pas, un étang avec la brume qu'on aura choisi. C'est un travail de composition avec la réalité qui est très, très dur, très simple. C'est vraiment un jeu d'apparition et de disparition, les cerfs. Alors, selon Jérémy, la seule façon de photographier ou de filmer le cerf pendant le brame, c'est l'affût. On a l'impression même que c'est comme si on jouait au casino, quoi. Vous confirmez qu'on est bien dans ce registre-là? Pour moi, oui, je confirme à 300%. Je pense que je dois passer... je fais au moins une sortie par jour tout le mois de septembre, avant le boulot, après le boulot. Et je prépare mes affûts au mois d'août, avant le brame. Donc je vais repérer les zones où sont les biches, justement, comme Vincent parlait tout à l'heure, parce que c'est elle qui conditionne le brame. Je vais repérer les endroits et je vais faire 2 affûts sur chaque place de brame,
en fonction des vents dominants. Donc, par exemple, moi dans l'Est, c'est les vents d'Ouest et les vents d'Est. Et je vais préparer des petits chemins d'accès pour pas me faire repérer, pour pas marcher sur des brindilles, faire du bruit. Et généralement, je vais me mettre en place 2 heures avant le lever du soleil. Donc 2 heures, c'est relativement long, mais ça me permet de aller à l'oreille, de pouvoir entendre le déplacement des animaux, quelle est leurs attitudes, où est-ce qu'ils vont se déplacer, tout ça. Et d'être aux premières loges dès les premières lueurs, hein, l'heure bleue qui est la plus intéressante en termes de photos pour moi. Plutôt le matin alors, ouais, Ouais. que le soir. Plutôt le matin, souvent le matin parce que c'est les plus belles lumières, hein. C'est les plus belles lumières et l'intensité peut être très forte ou pas du tout, hein. Parce que on nous posait la question tout à l'heure de quel moment écouter le brame du cerf. Il faut savoir que il y a pas de moment type parce que la biche, elle tombe en œstrus pendant 24 heures. Donc il y a 24 heures pendant lesquelles l'animal peut saillir. Donc si elle arrive en œstrus à 11 heures du matin, les cerfs à 11 heures du matin, ils vont être pleine bourre comme jamais, comme ça peut être le cas à minuit, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des périodes en plein brame où on va rien entendre du tout. Et tu procèdes de la même manière, Vincent, pour tes affûts? Tu t'y prends aussitôt le matin? Moi, j'expérimente un petit peu sans déranger le moins possible parce qu'on dérange malgré tout, même si on a l'impression de ne pas déranger, on dérange. L'affût est une technique, mais il y a aussi son inconvénient, c'est qu'on laisse beaucoup d'odeur malgré tout. Parce que quand on reste une journée ou 2 ou 3 au même endroit, automatiquement notre odeur reste à cet endroit-là. Donc l'affût c'est bien, mais ça peut être aussi néfaste en fait. C'est toujours, faut trouver le pour et le contre. C'est pour ça qu'on dérange tout le temps malgré tout, même si on fait un affût. Moi généralement, je fais de l'affût, on va dire, j'arrive au milieu d'après-midi, je m'installe à 4 heures à peu près, parce que des fois ça arrive, ça sort à 18 heures malgré tout, donc il fait encore jour. Donc moi je m'installe vers les 16 heures à peu près, sac de couchage, tout ce qu'il faut, et je passe la nuit généralement dehors, donc ce qui est plutôt sympa parce qu'on entend vraiment tous les bruits. Et bien sûr, souvent, on croise voilà, d'autres espèces, hein, les sangliers ou autres. Et par contre, l'inconvénient que j'ai trouvé à ça, c'est que le sac de couchage, ça fait du bruit. Et quand il y a vraiment on va dire, pas de vent et vraiment c'est ultra silencieux, c'est Non, parce que c'est important, tu parles de sac de couchage, mais il n'y a pas de tente du coup. Tu parles d'un bivy, c'est quoi comme sac de couchage? En fait, il y a donc moi j'ai le sac de couchage, je prends du moins 10 degrés pour du 5 degrés pour vraiment être confort. Mais avec les mouvements, en fait, ça fait vraiment un effet de bruit, en fait. Donc c'est la seule contrainte que j'ai trouvée. Mais bon, sans sac de couchage, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Après, il y a soit la tente à fût qu'on achète entre guillemets sur le marché directement, ou soit autrement, il y a la méthode B où là on prend voilà, du bois qui est déjà tombé au sol et puis on rajoute des fougères bien sûr par-dessus pour vraiment faire bien caché. Donc ça, et puis après au matin, on va dire qu'on est déjà sur place et là, on croise les doigts parce qu'on voit rien, il fait tout noir. Et plus le jour se lève, plus on se dit on va peut-être voir une silhouette et des fois on tombe sur la bonne prairie. Et là, voilà, vous savez que de toute façon, s'il y a, on va dire, 2-3 biches dans le champ, vous savez très bien que il va arriver à un moment donné. Donc ça, c'est assez impressionnant quand vous avez 10 biches dans un champ. Vous voyez les 10 biches, mais vous voyez pas le cerf. Vous dites, il va arriver, mais d'où, je ne sais pas. Et des fois, il arrive à 5 mètres de vous et vous dites, oh punaise, vous êtes incapable de faire une photo ou une vidéo parce que vous l'entendez respirer. C'est ce genre de choses finalement qui est assez impressionnant quand il n'y a pas un bruit et vous voyez les biches, vous savez très bien que ça va arriver et là, c'est la surprise, quoi. Je pense que Teddy a eu ces expériences-là où l'entendre avant, mais quand on l'entend pas, on sait que ça va sortir, quoi. Mais du coup, le choix de l'endroit, alors j'ai compris qu'il se faisait en fonction de vos repérages, de l'endroit où étaient positionnés, où passaient les biches, en l'occurrence, mais l'endroit exact où vous vous posez, où vous installez votre trépied, où vous préparez votre cadrage, il est défini par finalement le décor, l'environnement, la beauté du cadrage que vous allez pouvoir peut-être obtenir si jamais le cerf vient se positionner exactement à cet endroit-là, ou finalement c'est plus une espèce de zone que vous vous autorisez à couvrir et que vous choisissez le truc le plus
le plus probable pour qu'il se passe quelque chose, au lieu de peut-être travailler le truc parfait à un endroit ultra précis, mais qui ne fonctionnerait que dans un scénario possible. Alors, je sais que tous les photographes ne travaillent pas de la même manière, mais moi, que ça soit sur le cerf ou sur d'autres espèces, je vais d'abord penser à mon cadrage et à l'environnement. C'est-à-dire que j'ai déjà un peu les images en tête que j'aimerais réaliser. Je consacre énormément de temps à réfléchir à mes compositions. Et du coup, je vais préférer plutôt la qualité à la quantité. Donc, je vais affûter davantage dans des endroits où il se passe pas forcément grand-chose, mais où si toutefois un animal passe à cet endroit précis, j'aurai tout de suite l'image que j'attends. Donc, ça nécessite souvent à passer des fois, je vais, je vais dire les choses comme elles sont, des centaines d'heures avant de réussir à avoir toutes les conditions réunies, la lumière, le sujet, ce qu'il faut. Mais pour le coup, j'arrive toujours à avoir les images que je veux. Donc ce qui va conditionner ma position, mon poste d'affût, ça va être vraiment l'environnement, le biotope et surtout la lumière. Je suis un très grand friand des contre-jours. Donc je sais que je vais déjà avoir qu'une fenêtre. J'aime bien les lumières du matin, donc les vents d'est, si on en a 5-6 sur la saison, c'est déjà très très bien. Donc ça me laisse qu'une petite opportunité, une petite fenêtre de tir pour pouvoir espérer avoir des rencontres sur ces moments-là, quoi. Et les pièges photos dans tout ça, ça peut être une tentation ou c'est quelque chose que finalement vous n'utilisez pas à la fois pour du repérage ou pour une image? Vas-y, Teddy, je reprendrai la suite après. Moi, je les utilise pas. Je les utilise pour d'autres espèces, mais pas pour le cerf. Ça, quoi qu'arrive, on sait que les animaux sont présents, qu'ils sont là, on l'entend. Donc voilà, ça, c'est pas des indices qui vont me permettre de choisir mes affûts, quoi. Ouais, ça bouge tellement quand même que on va dire les pièges photos, on sait, comme dit Teddy, on sait qu'ils sont là, les cerfs, donc, ou les biches, hein, donc on va dire qu'il n'y aurait pas trop d'intérêt, parce que les pièges photos, c'est principalement pour du repérage. On s'en sert pas, nous, derrière, pour faire voilà, du développement haut, donc c'est vraiment pour avoir, entre guillemets, une date, une heure et un bout de, voilà, un bout de bois ou Oui, un puis ce corps, serait une quelque chose. odeur de plus laissée. Ouais, et il n'y aurait pas trop d'intérêt finalement derrière la démarche. Par contre, pour du renard ou d'autres espèces, c'est sûr que là, voilà, on se balade un petit peu moins et pour au moins laisser notre présence derrière. Et Vincent, on a vu dans ton premier film, La Connexion sauvage, des fois des affûts complètement délirants que tu mettais en place. Là, tu nous dis que tu passes des nuits à l'affût. Moi, j'ai des questions très terre à terre. Les gars, vous faites quoi pendant toute une nuit à l'affût? Enfin, je veux dire, comment vous faites si vous avez envie de pisser? Comment vous faites si vous avez envie de bouffer? Vous dormez pas? Vous écoutez de la musique? Enfin, comment on attend le cerf pendant des heures et des heures On picole, ok? Bon, sérieusement, vous faites quoi pendant ces heures-là? Et en plus, sans vous faire repérer, quoi, du coup. Non, on écoute beaucoup. Après, ça dépend vraiment de chaque, on va dire, la manière de chacun. Chacun fait à sa sauce, on va dire ça. Moi, je sais que ça m'arrive, une fois, comme dit Teddy, une fois que tu as choisi ton endroit, tu sais ton cadre, tu sais l'ambiance que tu veux, tu sais le sujet où il va passer, tu as toutes ces conditions, entre guillemets, que tu attendes 100 heures ou 500 heures, tu sais que ça va arriver à un moment donné. Tu sais pas quand, mais tu sais que ça va arriver, donc il faut être prêt. Et voilà, ça, combien de fois, moi, ça m'est arrivé qu'un merle gratte des feuilles et je pense que c'est un cerf, alors que c'est un merle. Du coup, tu attends pendant une demi-heure et tu te dis, allez, il va sortir. Et en fait, tu vois un merle sortir. Enfin, vraiment, l'écoute a un rôle ultra important. Mais ça dépense beaucoup d'énergie. C'est surtout ça le problème, parce que combien de fois je me suis endormi en affût, dit peut-être également, mais en fait, faut se concentrer. Dans le regard, tu peux pas, parce que le regard dépense encore plus d'énergie que l'écoute. Donc la plupart du temps, moi, je reste quand même, je regarde au début, bien sûr. À un moment donné, je m'allonge et puis j'écoute énormément. Et puis dès qu'il y a on va dire les plages où là on se dit, là il y a tout, on va dire tous les paramètres sont pour que ça arrive à ce moment-là. Là, on met tous les warnings en route et puis on se concentre à 100% et jusqu'à la tombée de la nuit ou le matin, on se concentre quand même sur les ambiances les plus belles.
Tout simplement parce que voilà, quand on fait une photo ou autre chose, il y a le résultat qui compte. Mais généralement, en termes de résultat, on veut quelque chose de parfait, j'ai envie de dire. Donc, qui dit parfait dit ambiance. Automatiquement, un sujet qu'on prenne à 14h de l'après-midi ou à 7h du matin, c'est vraiment un monde différent et c'est ce qui transmet aussi, du coup, ces émotions. Est-ce que vous faites des affûts parfois avec d'autres personnes? Parce que là, je repense justement, on a parlé tout à l'heure de Vincent Munier, et je repense à Sylvain Tesson dans le film La Panthère des Neiges qui s'impatiente à ses côtés, qui supporte pas l'affût, qui trouve ça interminable. Est-ce que ça vous arrive de partir à l'affût au cerf avec d'autres personnes? Oui, bah, en ce qui me concerne, déjà, je partage cette passion pour la photographie animalière avec mon père. Donc forcément, on passe beaucoup de temps tous les deux. Et puis, c'est une passion aussi que je partage avec des copains. Donc, ça arrive. Je dis toujours, que ce soit pour les voyages ou pour les sorties photos. Alors, j'adore être seul, hein, mais quand tu es seul, c'est long. Comme le disait Vincent, bah, moi déjà, je suis un grand sensible, donc je médite. Je pense à plein de belles choses, mais pas forcément qu'aux belles choses. Donc, quand je rentre du terrain, les images sont pas forcément toujours belles dans la tête, surtout quand tu rentres de 10 heures de bredouille. Et, et je pense qu'effectivement, oui, le bonheur est encore plus amplifié quand il est partagé, parce qu'il y a au moins une personne qui a vécu la même intensité du moment. Les images, c'est bien, pouvoir le présenter, mais ça reflète jamais l'intensité de l'émotion que tu as pu vivre sur le terrain. Alors, avoir au moins une personne qui a vécu ce moment-là, c'est tout simplement un moment en commun dans une vie qu'on a ensemble, quoi, qu'on a vécu ensemble. Donc, Mais c'est d'autant plus risqué pour se faire repérer, hein, parce que 3 potes photographes à 2h du mat dans une forêt, ça s'appelle un bivouac. On prend, on prend une guitare, on allume un feu et puis là, c'est mort pour faire la moindre photo. Bon, maintenant qu'on est installé à l'affût, arrive évidemment le moment de passer à l'action et de faire les prises de vue, que ça soit des photos ou des vidéos. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà dans votre sac? Qu'est-ce que vous installez comme matos techniquement sur votre affût? Vincent, pour commencer. Pendant le tournage, nous, comment on avait fonctionné, j'avais toujours 2 boîtiers avec moi. J'avais un 500 mm avec moi en objectif et puis un 300 mm à côté au cas où, hein. J'avais toujours au cas où, si un boîtier, on ne sait jamais, hein, c'est toujours pareil, si jamais il y a un problème ou quelque chose. Et puis après, une dizaine de batteries, bien sûr, parce que comme je suis sur du matos, on va dire photo de base où je fais de la vidéo, les batteries sont rapidement consommées. Et après, un bon trépied, parce qu'en vidéo, on va dire que le trépied fait vraiment la différence, surtout quand on cherche à faire des sujets en mouvement. C'est ça, on va dire, par rapport à la photo. On va dire la photo vs la vidéo. La photo, il faut 1 seconde, on a la photo. La vidéo, on a 1 seconde, on n'a pas la vidéo. C'est vraiment ça ce que j'ai trouvé la différence entre les 2 pratiques, mais ce qui rend la démarche différente et également le minimaliste différent. Je trouve que le minimaliste en vidéo ressort beaucoup plus que de la photo. Donc voilà, il y a plein de choses il y a le plus et le compte là-dessus, mais au niveau du matériel, voilà, c'est le trépied qui est plus lourd pour moi et ensuite 2 boîtiers et puis voilà, c'est à peu près tout sur la partie des jumelles, bien sûr, qui contribue quand même au repérage des animaux. Et tu parles de 500 mm, 300 mm, tu restes en plein format ou tu vas sur des plus petits capteurs? Moi, je reste, pour être transparent, je reste sur le R6. Donc, je fais toutes mes vidéos sur le R6. Je n'ai pas voulu prendre du R5 ou R3 ou autre. Le R6, pour moi. Alors, Canon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les Canon, références de tout à boîtier fait. par cœur. Donc, après, C'est voilà. du plein format, donc. Ouais, du plein format. Après, il y a plein de marques, hein, bien sûr, hein, mais pour moi, le R6 en basse lumière, hein, c'est vraiment une dinguerie pour faire du cinéma. Donc, c'est assez surprenant. On se dit, il y a un boîtier à 2500 €, entre guillemets, ça passe en salle de ciné. Oui, ça passe très bien. Donc, moi, je suis essentiellement en R6 là jusqu'à présent. Après, pour la photo, on verra comment que ça se passe, mais R6 principalement en 500 f4 et 300 f2.8 de chez Sigma, du coup, en objectif. Et toi, Teddy, du coup? alors moi, dans mon sac à dos, j'ai beaucoup de matériel de camouflage, beaucoup de matériel de camouflage. Donc, filet de camouflage, des tenues 3D, mon trépied, effectivement, ma paire de jumelles, parce que ça, c'est mes yeux.
Et puis en termes de matériel photographique, donc j'utilise un 400 mm f2.8, donc c'est la deuxième version EF, donc stabilisée, hein. Et puis j'utilise le Canon EOS R5 depuis maintenant 2 ans à peu près. J'en suis très satisfait également pour les basses lumières. C'est à peu près tout, avec toujours un petit saucisson dans le sac à dos et puis une petite bière parce que Ça sent pas trop effectivement, fort le saucisson. pas aussi fort qu'un cerf. Mais c'est une bonne nouvelle hein, qu'on puisse amener du saucisson au Bram. Et, Exactement. est-ce que le fait d'utiliser des hybrides, ça a changé quelque chose pour vous, la discrétion des obturateurs, etc. Ou est-ce que là, on entre dans le micro-détail? Ouais, carrément. Moi, je vois totalement la différence hein, des rencontres. En fait, avant, chaque fois qu'un animal s'approchait, venait à nous, on se posait la question de quand est-ce qu'on allait pouvoir déclencher. Donc on laissait l'animal s'approcher. T'attendais vraiment qu'il soit dans la parfaite attitude, quoi. Lumière parfaite. Enfin, fallait vraiment avoir tout de réuni avant de déclencher la première photo parce que tu savais que à la deuxième photo, il serait déjà pas dans une attitude naturelle. Donc maintenant, tu te poses plus cette question-là. Alors, bon, maintenant, c'est les disques durs qu'en souffrent, hein. Donc maintenant, on est plus tenté à faire beaucoup plus de photos. Et maintenant, il faut chercher la bonne photo parmi toutes celles qu'on prend. Mais tout à l'heure, tu parlais plutôt de qualité par rapport à la quantité. Ça veut dire que tu n'utilises pas le mode rafale? Ah si, tout à fait. Mais je disais ça par rapport au fait que je vais pas forcément aller dans des endroits où il y a beaucoup d'animaux, mais plutôt dans des endroits où ça me parle d'un point de vue composition, quoi. Voilà. Alors c'est assez original, hein, puisque finalement tous les deux, vous travaillez avec des hybrides Canon 24-36 très modernes, mais vous les utilisez tous les deux avec des optiques conçues à la base pour le réflexe. Alors toi, un 400-2.8 Canon et toi, des optiques Sigma en monture EF. Vous n'êtes pas tenté un peu de voir ce qui se passe là avec les dernières optiques hybrides, alors que ce soit les modèles justement développés par Canon. Toi, Vincent, si tu veux rester avec Sigma, bon, ils n'ont pas encore d'objectif en monture Canon RF. Peut-être que ça viendra un jour peut-être, mais chez Sony ou en monture L, ils ont des optiques fabuleuses quoi maintenant conçues pour les hybrides quoi pour le coup. Moi, pour la vidéo, on va dire que pour le moment, j'ai pas. En fait, je fais essentiellement la prise de faune dans les films, donc on va dire que le 500, il me convient idéalement. Tout comme le 300, après, c'est sûr, hein, plus on rajoute des bacs EF, RF, automatiquement, on perd quelque chose. On sait pas ce qu'on perd parce qu'on l'a jamais testé sans. Mais c'est sûr que dans les montées en ISO, on se dit merde, j'aurais peut-être, voilà, cette bague-là, elle est embêtante. Après, au niveau de la qualité, franchement, je suis pas du tout déçu, bague ou pas finalement. Donc voilà, c'est sûr que quand l'opportunité s'y prêtera, ça sera un régal d'y aller sur de la monture RF. Mais pour le moment, moi, clairement, je ressens pas le besoin, et je pense que je ressens pas le besoin parce que la faune est tellement sublime et apporte tellement que finalement peu de gens s'y apprêtent, on va dire, regardent ce détail-là et regardent plutôt l'émotion que l'animal procure que finalement le petit piqué qui peut être plus ou moins net. Et quelle serait la focale la plus courte qu'on pourrait utiliser pour envisager d'aller au Bram? Est-ce que vous êtes sur des focales assez longues et très lumineuses, pas forcément accessibles pour tout le monde? Est-ce que par exemple on peut imaginer aller au Bram avec un 70-200 de 8? Pour de la vidéo, je pense que oui. Pourquoi? Parce que quand on fait un film, on peut être en scope, on peut être en flat, et je sais que moi j'ai du scope, clairement, mes prises sont trop proches, donc je suis obligé de couper les pattes ou couper les bois, et notamment le cerf qui a du coup des grands bois, donc automatiquement, voilà. Sur du 200, je pense qu'en vidéo, franchement, ça passe très bien. La photo, par contre, je vais peut-être te laisser Teddy là-dessus. Moi, je pense qu'en fait, que plus les gens qui sont pas forcément initiés à cette pratique-là, plus la focale sera petite, plus la tentation d'aller plus proche sera grande, et donc plus le risque de dérangement sera important.
Donc je pense Bien que, à vu, Lulu. contrario, moi je conseillerais au minima un 300 mm, voire des focales beaucoup plus grandes, quoi. Après, je vais prolonger avec ce que dit Teddy, parce qu'en fait, pendant le tournage, moi, je sais que j'avais 2 boîtiers au début, donc un 300 et un 120-300 f2.8 et un 500. Et je sais que j'enregistrais en simultané avec les 2 boîtiers et les 2 focales, pour avoir 2 prises de vue, en fait, pour avoir les mêmes plans, en fait, en doublon. Ce qui fait que le focus, faut bien le gérer, du coup, sur les 2 boîtiers, parce que, on est en manuel, donc c'est un peu plus compliqué, mais des fois, avoir 2 boîtiers, c'est l'intérêt. Après, c'est chaud à gérer, parce que du coup, on switch avec les 2 caméras en route en même temps. Mais du coup, ça permet d'avoir la même scène avec deux variantes. Oui, sinon, parce que là, on a beaucoup parlé d'hybride Canon, d'optique Sigma, mais il y a aussi les petits capteurs qui sont aussi une solution pour allonger la focale et à des budgets un petit peu moindres. Bah oui. On a du choix chez Canon encore, le R7, c'est excellent. Chez Fuji, on a XT5. Chez OM System, on a l'OM1. Chez Lumix, là, on a le G9 Mark II qui vient de sortir avec toute une gamme micro 4 tiers qui est assez pléthorique. Donc finalement, on peut quand même aller s'essayer au Bram avec un budget moindre. Mais quand même, à vous écouter, on a l'impression qu'il faut faire gaffe à pas trop pousser dans les hautes sensibilités, hein. Nous, on sait de quoi on parle ici. On a l'impression, parce que tout se passe principalement dans des conditions de luminosité très faibles, quoi. Bah, clairement, des fois, ce que tu vois dans l'appareil, tu le vois pas à l'œil, en fait. Donc, on monte des fois en ISO, c'est sûr. Maintenant, j'ai envie de dire, beaucoup de choses se rattrapent quand même en post-traitement. Ça aide quand même considérablement. Enfin, je vois maintenant des photos que j'ai faites il y a 3 ans, j'en ai récupéré il y a peu de temps, et ça se récupère. Je me dis: «Mais c'est quoi ce truc?» C'est affolant. Donc maintenant, ça se récupère quand même beaucoup plus simplement. Après, je pense qu'aussi quand la partie photo, il y a tellement maintenant de photographes qu'on est aussi dans un niveau d'exigence qui est beaucoup plus fort. Je sais que des fois, on se parle beaucoup entre photographes, et clairement, ce qu'on regarde beaucoup, c'est le piqué. Alors que finalement, le public, clairement, un piqué moyen ou un piqué bon ne voit pas la différence. Et on est souvent là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir un petit peu, je pense aussi, de cette idée de piqué. Et au niveau du matériel, maintenant, il y a énormément de choix qui s'offrent à nous, ce qui est un avantage et un inconvénient, parce que on va dire qu'il y a une offre tellement, on va dire, en adéquation avec le besoin du photographe animalier, qu'aujourd'hui, un énorme public peut se permettre d'avoir ce matériel-là. Ce qui est bien pour le public, mais pour la nature, du coup, c'est un petit peu moins bien, parce que, voilà, on va vers les animaux de manière beaucoup plus proche. Et puis pour se décomplexer par rapport au piqué ou au manque de piqué, on peut consulter l'ouvrage dont on a parlé tout à l'heure, La Nuit du cerf, avec les sons de Marc Namblard et les images de Vincent, qui sont pour la plupart plutôt floues, voire il y a beaucoup de filets, de choses comme ça, très suggérées en fait. Écoute, la transition est toute trouvée, mon cher Benjamin. Alors, on a beaucoup parlé d'images là, mais vous faites tous les deux de la vidéo. Et quand on parle de vidéo, on parle aussi de son. Pour le coup, comment est-ce que vous gérez ça, le son à l'affût? Quel type de micro vous utilisez? Est-ce que c'est des micros qui sont montés sur vos caméras? Est-ce que vous poussez le game un peu plus loin à aller mettre des micros un peu déportés? Alors, pas pour faire de la spatialisation, hein, mais voilà, comment vous abordez? Vous savez que enfin, vous savez, évidemment que vous savez, le son est tout aussi important que l'image, voire même plus, des fois. Peut-être même que ça vaut principalement pour le Bram, hein. Est-ce que Mmh. finalement la meilleure expérience du Bram, c'est pas le son? Bah, en fait, le son, on se rend pas compte, mais je pense que le son est plus important que la vidéo. Clairement, tu vas dans une salle de cinéma, tu mets une vidéo moyenne, on va dire, moyenne def, avec un son vraiment bon. Tu mets une vidéo très haute def avec vraiment une qualité exceptionnelle et un son vraiment monstrueux. Tout le monde se barre de la salle parce que le son est pas bon. Par contre, la vidéo est moyenne, les gens ils vont rester quand même. Donc clairement, un son peut pourrir un film, malheureusement. Et par rapport au son, c'est vrai que c'est un autre monde. Moi, je sais, quand on a commencé le film, j'ai commencé avec voilà, un micro canon pour prendre le mono, on va dire, quand on filme. Et en fait, on se rend compte que c'est bien plus au-delà qu'il faut aller chercher. Je sais que j'ai acheté moi un ampli supplémentaire pour du coup rebrancher mon canon dessus, pour amplifier au max, aller chercher finalement la respiration des animaux hautes. Et après, pour la partie spatialisation, on va dire ça, moi je fonctionne beaucoup avec la société Zoom sur leur matériel, qui est Mmh. voilà, qui est une gamme plutôt accessible
on va dire, pour tout public et qui marche très très bien. Et je sais que il me semble que c'est le Z3 VR, si je dis pas de bêtises, qui prend du coup en vraiment En 360. c'est en 360. Et ça, je sais que je l'ai essayé là, il y a 2 mois à peu près. Et c'est juste dingue parce que du coup, tu le poses au milieu de la forêt. Et en fait, ça te fait ton son d'ambiance finalement qui correspond quand tu fais un 7.3 ou un 5.1, par exemple, en salle de cinéma. Finalement, tu n'as que récupérer cette base-là, tu le mets en fond. Et ça te fait ton fond de tout ton ambiance film finalement, quoi. Donc, ils proposent quand même beaucoup de choses sur le marché. Mais ça, c'est l'outil vraiment que j'ai trouvé affolant parce que tu sors 4 pistes audio. Et ça te fait vraiment, t'es même plus en stéréo, t'es vraiment en 5 ou en 7, quoi. Et toi, t'as dit le son? Le son, bah, moi, effectivement, oui, j'ai un micro sur mon boîtier. Mais pour la plupart du temps, quand il faut des bonnes prises de son, ça va être avec des micros qui sont placés directement dans la nature. Et pour ça, j'ai un copain qui est cinéaste et preneur de son. Donc, quand on travaille ensemble sur différents tournages, et bah, du coup, il a suffisamment de matériel et je suis pas bien placé pour en parler. Oui, puis bosser avec un ingénieur du son, c'est fabuleux. J'ai eu la chance de suivre Marc sur le terrain, en Alaska, sur l'ours Kodiak. Et alors, quand on fait des photos et qu'on bosse avec un preneur de son, parfois il a mis des micros à des endroits qu'on ne connaît pas. Ça peut être... la réprimande peut être sévère. Mais revient le problème de la bande de potes à l'affût qui peut être assez délicate à gérer pour arriver au résultat souhaité. Enfin bon. Le silence est d'or. Bon, écoutez, en tout cas, merci. On va s'arrêter là, évidemment. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute de ça. C'est passionnant. Merci infiniment, Teddy et Vincent, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que ça donne envie. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné envie déjà d'aller essayer d'écouter le brame du cerf dans la nature. Et puis, pourquoi pas essayer de réussir une photographie à l'affût. Un jour, il faudra que je le fasse, Benjamin. Tu Il y en a en forêt de m'emmèneras à Rambouillet. l'affût. En forêt de Hein Rambouillet, il y a Ouais. des merveilleux brames. Bah, d'ailleurs, Jérémy habite pas loin de... il habite dans ces coins-là. Et il vous Ouais. invitera.